général, eh bien, bienvenue à Casa, mais vous y trouverez notamment la pollution, les difficultés, etc., etc. Mais Casablanca a un cœur gigantesque qui bat, et donc c'est cette relation particulière, donc de je t'aime moi non plus, qui nous semble intéressant d'aborder. On l'abordera tout au long de la saison sous diverses formes, au travers du cinéma. On reviendra notamment sur le film de Casablanca, qu'on va essayer d'épioter et de regarder un petit peu pour voir ce qu'il nous raconte aujourd'hui. On l'abordera au travers d'un grand événement autour des engagements, de l'engagement citoyen. Ils étaient là dans nos murs il y a un instant. C'est tout le collectif Colibri du Maroc. Et on aura donc le 5 et 6 octobre un grand événement autour de comment s'impliquer, comment participer soi-même à son niveau à améliorer le quotidien au travers de la gestion des déchets, au travers du déplacement, au travers de la permaculture, au travers de plein de choses. Voilà. Et donc tout ceci se fera avec, comme d'habitude, une programmation de 2 jours assez intense avec un village des initiatives qui se tiendra dans l'Institut et à l'extérieur de l'Institut, un grand concert et puis quelques conférences assez brillantes, je pense, sur les questions d'environnement et de transition écologique. Bref, on aura l'occasion tout le mois et tout le trimestre d'aborder ces questions de vie dans cette ville et de cette affection que nous portons singulièrement à Casablanca, merveilleuse. Voilà, donc ce soir c'est une occasion de plus, d'une certaine façon, organisée avec l'aide, la complicité de Selma Zerouni, rédactrice en chef de Architecture du Maroc, directrice même, non, je ne sais pas quel est ton titre exact, enfin créatrice, fondatrice, bref, avec qui nous continuons vraiment cette aventure pour continuer à vous offrir cet espace de discussion et d'échange, dont le format, vous le connaissez, et pour les nouveaux, vous allez le découvrir, qui est un format de table ronde, animé et organisé par Selma Zerouni, avec des intervenants professionnels ou non professionnels. Vraiment, ça s'adresse à tout le monde, ce temps d'échange, qui est suivi évidemment d'un échange avec la salle. Je rappelle que ces rencontres sont diffusées en live sur Facebook, et donc on a un certain nombre de spectateurs qui ne sont pas ici dans la salle, mais qui nous suivent et qui parfois poseront des questions par le biais de la magie des réseaux. Et puis, je ne doute pas que nous ayons du monde qui arrive au fur et à mesure. Ceci dit, je vous demanderai de bien veiller à éteindre ou mettre vos portables en silencieux pour le plaisir des uns et des autres, et puis d'éviter les allers-retours autant que faire se peut. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée et je passe immédiatement la parole à Selma. Merci beaucoup. Donc, je me représente, je suis fondatrice. C'est moi qui ai créé Architecture du Maroc. Et j'en profite un peu pour vous annoncer qu'Architecture du Maroc devient numérique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tirage papier, mais il y aura des tirages papier qui seront des spéciaux, qui seront consacrés à une question donnée. Donc, dorénavant, je suis en train de refaire une refonte totale du site, de telle sorte à ce qu'il puisse devenir interactif. Et donc, je compte un peu sur vous tous pour à la fois y aller, mais en même temps intervenir. Donc, voilà, on continue un petit peu le débat que nous avons ici. Donc, pourquoi on a pensé en fait à réfléchir sur la ville de demain? Parce qu'on a le 20 septembre aujourd'hui ce rendez-vous, mais nous avons un autre rendez-vous qui est en train d'être organisé pour le 20 novembre. Et ce rendez-vous va porter en fait sur la ville désirable. Et là, on va travailler avec les étudiants des écoles d'architecture de Casablanca et de Marrakech pour voir quelles sont les possibilités de rêver encore sur cette ville. Bonjour. Mettez-vous devant. Merci, Monsieur Mazouz, de vous être déplacé. Donc, nous avons, en fait, on vit une époque de mutation qui est une époque de mutation, disons, qui touche l'urbain et qui est peut-être ça, ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, au 19e, on fait rapidement, c'était en fait la révolution industrielle avec
cet énorme mouvement de personnes qui sont venues chercher du travail dans les villes et les villes qui se sont transformées. Au XXe siècle, c'est la révolution due à l'électricité et au moteur à explosion, donc nouvel espace-temps qui nous a permis de reconsidérer les villes et de mettre la voiture au centre de cette ville. C'est une chose qu'on a vécue nous-mêmes. Et puis le XXIe siècle auquel on assiste aujourd'hui avec justement cette révolution liée aux technologies qu'on ne maîtrise pas encore très bien et qu'on a vécu pas à pas. Nous, les gens de ma génération, on a connu le téléphone et la télévision et puis ensuite l'ordinateur, mais tout ça, on l'a fréquenté petit à petit. Donc cette révolution, elle est à la fois économique, elle est sociale, elle est spatiale, et l'urbanisme est à réfléchir autrement aujourd'hui. Donc on est dans une démarche où on ne peut plus penser à l'urbanisme comme on l'a fait jusqu'à présent. Il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a une uniformité en fait dans tous les pays. Tout le monde pense en même temps la même chose et il va falloir réfléchir comment faire, comment être dans l'uniformisation et en même temps répondre à ça. Moi, je reviens d'un salon à Valence et j'ai été très étonnée de voir que les Espagnols sont en train d'effacer en fait toutes leurs particularités. Même le meuble commence à être totalement indifférencié, qu'on soit en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'uniformisation qui est importante. Et puis, il y a l'émergence, bien sûr, de nouvelles puissances qui, aujourd'hui, sur le plan international, comptent. Il va falloir y penser. Je n'insisterai pas beaucoup. Et puis, le péril environnemental dans lequel nous sommes, dont il sera question forcément quand on parlera de ville, d'urbanisme, de sous-sol, d'eau, de tout ce qui va nous manquer plus tard et qui est un péril urgent. Tout ceci nous permet de dire qu'aujourd'hui, avec le creusement des inégalités que nous constatons, qui font partie en fait de notre contexte, il sera aujourd'hui question, l'urbanisme est quelque part un peu politique aussi, on n'y peut rien, hein, on va y aller et dire que en fait, plus on détruit nos savoir-faire traditionnels et notre manière de penser, plus les revendications identitaires pousseront au fanatisme à la fois ethnique et religieux. Donc l'urbanisme a son rôle à jouer aujourd'hui et disons que la ville en tant que telle, si elle est inclusive, on pourrait réfléchir ensemble à comment la rendre plus vivante, plus vivable et plus intéressante. Au cœur, au fin fond, au cœur du débat, il y a la mobilité. La mobilité, c'est un mot qui revient toujours. Comment bouger d'un endroit à un autre. Pour ça, on a invité des personnes qui vont réfléchir et qui ont déjà réfléchi en fait à tous ces sujets et qui vont nous permettre d'avancer un tout petit chouïa sur ce chaos dans lequel nous sommes, comment s'en sortir. Donc je vais inviter M. Sharafdin Brada, qui est architecte, urbaniste, expert programmiste, qui est le président de Cobati International. Merci beaucoup d'être venu sur notre invitation. Et je vais inviter M. Osler, Michel Osler, qui est l'un des fondateurs de l'agence TER. Cette agence qui était en fait en Guyane, mais qui n'est plus, mais elle est en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Chine. Donc c'est une agence qui emploie à peu près 80 personnes, 80 paysagistes, urbanistes, architectes à travers le monde. On a la chance d'avoir quelqu'un qui a travaillé sur le Maroc, donc à Rabat, et à Casablanca. Il a travaillé pour un endroit qu'on ne connaît pas encore, qui va bientôt ouvrir ses portes, et qui est l'ancien aéroport d'Anfa,
Le projet est fini. Moi, j'en témoigne un peu puisque je suis montée là-haut sur la tour de Tom Main pour regarder. Le jardin est fait, mais il n'est pas encore accessible au public. Et donc, il nous présentera un travail qu'il a fait à Barcelone. D'ailleurs, l'agence aussi est installée à Barcelone, j'avais oublié. À Barcelone, plus un petit peu de Casa. Mais on va commencer peut-être par Sharafdine qui va nous parler un petit peu de la ville. Je te laisse, ou est-ce que tu préfères que je te pose des questions? Alors, l'idée, en fait, dans ce genre de débat, c'est que on ne va pas monopoliser la parole parce qu'on est assis ici en face de vous. On va plutôt susciter des questions pour que émanent de la salle des questions qui pourraient faire avancer le débat ou poser des questions à ces messieurs qui sont là pour vous répondre. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un débat qui soit un peu dirigé, mais pas beaucoup, de telle sorte à ce que vous pouvez vous exprimer. Vous puissiez vous exprimer tous, n'est-ce pas? Autant le Colibri, que je suis contente de recevoir, hein, l'association des Colibris, que tous les architectes que je vois, que M. Mazouz, qui est un ancien ministre, qui a eu un poste important de décision. Voilà. Donc, c'est ouvert pour qu'on puisse discuter de façon libre, bien sûr, et sans contrainte. Alors, Sharafdine, quel développement soutenable et adapté au mode de vie peut-on espérer aujourd'hui? Merci tout d'abord pour cette rencontre citoyenne. Je pense qu'on a besoin de ce genre de débat, qui est une véritable peau de chagrin, surtout en ce qui concerne l'urbanisme et la ville. Je crois que le débat sur la ville est un débat planétaire. Autrefois, il était en jachère. Aujourd'hui, c'est une préoccupation à l'échelle mondiale, puisque dans quelques années, 80% de la population mondiale va vivre dans les villes. Donc, notre destin, il est urbain. Et forcément, les villes posent des problèmes énormes, des problèmes d'équilibre, des problèmes environnementaux, des problèmes de vivre ensemble. Mais avec ta permission, si on revient à l'origine, et je crois que la ville est aujourd'hui amnésique parce qu'elle a oublié son origine. Les villes, vous le savez, elles ont pris naissance autour d'un point d'eau. Les gens se sont regroupés autour d'un point d'eau. Et c'est là que le vivre ensemble a commencé. Et donc la ville est devenue un espace civilisationnel. Mais aujourd'hui, l'espace civilisationnel, il est où? La ville, c'est aussi là où un individu nourrit des ambitions de vivre avec les autres, de partager avec les autres, de travailler avec les autres. Mais aujourd'hui, ce n'est plus uniquement dans ce sens, puisque le choix se fait aussi pour des raisons alimentaires. On vient en ville parce qu'on a besoin de manger. Et donc, on vient à la ville sans que celle-ci soit préparée à recevoir toutes ces personnes qui viennent uniquement parce qu'ils fuient la pauvreté rurale pour retrouver la misère urbaine. Si bien qu'aujourd'hui, quand on parle de ville, je crois que c'est un non-sens, puisqu'on a des morceaux de ville. Donc, on est à Casablanca, je suis obligé de parler de Casablanca. Si on voit Casablanca, donc voilà, c'est des paquets. Et aujourd'hui, on ne fait pas d'urbanisme, on fait de l'urbanisation, ce qui est totalement différent. L'urbanisme, c'est de l'urbanité, c'est une répartition harmonieuse de population sur un territoire, etc. Et l'urbanisation, c'est quoi aujourd'hui? Et c'est ce qu'on fait à Casablanca, dans notre ville, et dans plusieurs villes du Maroc, c'est l'étalement urbain. Alors c'est un élastique qu'on tire dans tous les sens, avec une prédation immobilière extraordinaire qu'on voit tous les jours. Il y a des champignons qui poussent. Il y a même des villes qu'on habille
enfin dites ville, qu'on habille avec une appellation frauduleuse de ville durable ou de ville verte, comment peut-on créer une ville verte sans transport en commun? Dites-moi, c'est quoi le verdissement dans cet étalement urbain? Donc voilà, on a des problématiques énormes. Et donc la ville continue à rouler toute seule avec uniquement une urbanisation et un urbanisme sans finitude. Il n'existe pas d'urbanisme sans finitude. Aujourd'hui, on ne connaît pas les limites de la ville de Casablanca. Personne n'est capable de dire où est-ce que ça va s'arrêter. Les limites administratives, oui. Écoutez, les limites de l'étalement urbain, on les voit. Aujourd'hui, on a, si vous prenez la route d'Azmour, la route côtière, vous avez des fermes de logement. Ce n'est plus des fermes d'animaux, c'est des fermes de logement, des paquets. Et entre un paquet et un autre paquet, peut-être il y a 5 kilomètres. Sans parler de la littoralisation, qui est un problème énorme et qui est absolument quelque chose de dénoncé dans le monde entier au vu d'un développement durable. Alors ce mot durable, pardon, mais moi, ça me donne un peu des boutons de fièvre, parce que c'est un véritable supermarché. Aujourd'hui, le durable, c'est des accessoires, parce qu'on accroche des thermos sur les toitures, on dit on fait du durable. Donc voilà. Il y a de la technologie aussi qui arrive, bien sûr, on veut fourguer des choses, etc. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on parle plus de développement soutenable. Alors pourquoi soutenable? Parce que il nous interpelle sur l'insoutenable. Et nous sommes dans une dynamique d'insoutenable. Et je crois que la chose immédiate, c'est de gérer l'inévitable pour éviter l'ingérable. Je crois qu'aujourd'hui, on est contraint de se mettre dans cette dynamique et d'avoir un peu plus d'humilité plutôt que d'avoir des slogans de durabilité. D'abord, le mot dur, c'est pas acceptable. Parce que si on veut faire du développement, c'est avec tout le monde. Et donc, sans exclusion, il faut que les gens s'approprient ce nouveau développement, parce qu'il faut changer nos paradigmes. Et donc, on est dans le soutenable. Le soutenable interpelle sur l'insoutenable. Il interpelle aussi sur ce qu'on peut soutenir. Comment accompagner ceux qui n'ont pas les moyens, parce que si on regarde les cibles du développement durable, c'est le meilleur moyen de ne pas en faire. Parce qu'on met la barre tellement haut que ce n'est pas possible de faire ça. Donc quand on est dans le soutenable, ça veut dire qu'on accompagne avec un soutien. Un soutien par rapport à l'esprit du lieu, parce qu'on ne fait pas du développement à Qla'at Mgouna comme on le fait à Casablanca, où c'est en fonction de l'esprit du lieu, des moyens, d'accord, des ressources qu'on trouve sur place. Et donc, c'est ça l'approche du soutenable. Qu'est-ce qu'on demande à une ville? Je pense que c'est une bonne question de dire qu'est-ce qu'on demande à une ville. On demande à une ville d'être nourricière. Alors, quand on parle de ville nourricière, ce n'est pas uniquement par le travail. Une ville nourricière, c'est une ville aussi qui a une réserve, d'accord, pour pouvoir, surtout quand on parle de développement soutenable ou de développement durable, on n'a pas besoin de ramener de la nourriture de 1000 km. Donc, on doit avoir une réserve agricole, écologique, tout ce qu'on veut, et c'est ça qui va déterminer la finitude d'une urbanisation. Parce qu'on a besoin de ces espaces. Ce n'est pas la campagne. C'est pas la campagne. C'est à l'intérieur des espaces urbains, on a besoin d'espaces de respiration, d'accord, et d'espaces d'agriculture urbaine qui font que, voilà.
une ville aussi, ça pose un problème de mobilité. Mais malheureusement, encore une confusion, comme urbanisation, on confond la mobilité avec le transport. C'est absolument faux. Parce qu'on pense qu'en multipliant les autobus ou le tramway, on va régler le problème de la mobilité. Or, la mobilité, elle interpelle sur des déplacements pour trouver des équipements de proximité à 15 minutes maximum à pied. C'est ça la mobilité. Et ce n'est pas les autobus ou les taxis. D'ailleurs, on ne respire plus à Casablanca. Je crois que c'est la ville qui a le plus de taxis au monde. Si on enlève l'Asie, je crois qu'on va être premier. Une ville, c'est aussi une ville santé. Et donc, elle interpelle sur comment une ville, dans son aménagement, elle peut contribuer à la bonne santé de ses citoyens. Une étude faite par l'OMS a démontré que des villes, vous savez qu'il y a un réseau de villes santé dans le monde, il y a à peu près 129 villes dans le monde qui sont inscrites dans ce réseau. Et donc l'OMS a démontré que les villes qui se sont inscrites dans cette dynamique de ville santé ont créé des parcours santé. Et le taux de maladies cardiovasculaires a baissé de 30%. Ce sont seulement des parcours intergénérationnels où les gens de différents âges peuvent simplement marcher. La ville santé, c'est une ville qui fait des plantations avec intelligence. Vous voyez au niveau de la corniche, la nouvelle corniche de Casablanca, on a arrangé et on a planté des graminées. Sauf que les graminées, tous les gens qui ont de l'asthme, c'est le meilleur moyen de leur faire attraper une crise d'asthme. Donc même dans le choix de plantation, il y a des choses intelligentes auxquelles il faut réfléchir. En fait, la problématique, c'est qu'on sait ce qu'il ne faut pas faire. On ne sait peut-être pas ce qu'il faut faire, mais on sait ce qu'il ne faut pas faire, mais on continue à faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc, les problèmes... Tu as une autre question ou je continue? Est-ce qu'on peut aller... Ma question est liée à la mobilité parce que je pense qu'on va revenir dessus assez souvent. C'est est-ce que l'automobile au sens large, et même si on se projette demain sur l'automobile propre, en supposant qu'on va y arriver, est-ce que c'est une part du problème ou est-ce que c'est une part de solution? Alors d'abord, je crois que ça a été démontré dans le monde entier. Le développement des villes s'est fait uniquement autour de la voiture. Et ça a créé énormément de problèmes. On a dessiné des villes pour ça. On a fait de Tout à fait. l'urbanisme pour la voiture. Tout à fait. J'en ai parlé au XXe siècle, c'est ce qu'on a fait, parce qu'on ne savait pas faire autre chose. Et aujourd'hui, on est en train de revenir sur ce modèle de développement. En fait, il faut changer les paradigmes du développement. Et un des paradigmes, c'est de ne pas continuer à développer des villes autour de la voiture. Alors, il y a des villes comme Londres qui ont carrément fait des taxes. Si vous voulez rentrer à Londres, vous devez payer. En voiture? Oui, oui. D'autres qui ont fait des matricules pairs et impairs. Donc, c'est des tâtonnements, parce qu'on n'ose pas dire il faut arrêter la voiture, mais à moyen terme, on ne peut plus accepter de voitures à l'intérieur, en tout cas des voitures avec de l'énergie fossile. Des voitures électriques peut-être. Mais le problème des voitures électriques, même si on résout le problème de la pollution, on ne va pas résoudre le flux du nombre de voitures. Je donne un exemple. Quand vous construisez une école, une nouvelle école, et on a l'exemple d'Arbouazza, Bouskoura, etc., vous avez 400 élèves, vous avez 400 voitures. Voilà. Et toutes les écoles qui sont construites n'ont pas de parking. Voilà. Donc, voilà des problématiques. Ça c'est les problèmes. Mais est-ce qu'il y a des solutions avec la voiture? Est-ce qu'on peut considérer que la voiture peut comporter en elle-même des solutions?
Vous savez, il y a plusieurs approches. Par exemple, on peut arriver... Bien sûr, combiné aux autres moyens de transport. aux autres moyens, mais à condition que les autres moyens de transport puissent répondre intelligemment. Dont par la, exemple, dont par la exemple. trottinette est l'élément Non, non, le dernier, le plus intéressant. Sans la trottinette, mais par exemple, aujourd'hui, la mobilité est une chaîne de continuité. Oui. Les gares ont été longtemps remises au placard et aujourd'hui, elles sont réhabilitées parce qu'ils ont une centralité au cœur de la ville. Et les transports en commun arrivent à la gare. Oui. Je donne un exemple, le Casablanca. On a fait le tramway, mais on ne l'a pas amené jusqu'à la gare. On l'a arrêté devant l'hôtel Casablanca. Comme c'est la clientèle de Casablanca, elle a utilisé le tramway. Donc il y a une rupture. Ça veut dire que tu sors de la gare, d'un TGV ou de ce que tu veux, et tu trouves notre merveilleux taxi rouge pour t'amener jusqu'à la porte du tramway. Tu vois, il y a des choses arrangées. À l'entrée des villes, on peut faire des énormes parkings, s'arrêter et puis prendre des transports en commun. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Et puis la meilleure solution, c'est d'arrêter l'étalement urbain et faire du resserrement urbain. On a la possibilité de faire du resserrement urbain, de ne pas s'étaler. Alors l'étalement, c'est aussi cette idée de l'isolat. Quand on salit quelque part et on n'arrange pas, on se dit on va se déplacer ailleurs et maintenant on va faire mieux, on va faire propre. Donc il y a un déplacement et c'est ça qui appauvrit des quartiers complètement. Brièvement, les solutions, c'est aussi de recoudre les morceaux de ville pour reconnecter l'humain. Parce qu'aujourd'hui, on se dit casablancais, mais ce n'est pas vrai. On est casablancais de quelque part. Mais on n'est pas casablancais, on n'a pas un sentiment d'appartenance générale par rapport à Casablanca. On est casablancais de Darboisa ou de Bouskoura ou de Sidi Moumen ou de Hay el-Barnoussi ou de... Voilà. Donc, en fait, l'idée que tu développes, c'est de dire qu'il faut que la ville soit compacte, de façon à ne pas qu'il y ait de déperdition, à ce qu'elle soit moins poreuse, et créer des nœuds compacts liés entre eux par des réseaux de transport hyper performants. Oui, c'est tout à fait ça, mais à la condition qu'on ne confonde pas la compacité avec la densité. Non, je parlais de compactage. Voilà. Bon, vous avez juste une intervention. Alors, resserrement de la ville, c'est à l'intérieur de la ville, d'accord? Il y a la possibilité de retravailler, pas la parcelle, l'îlot de la ville. Parce que le problème qu'il y a eu au niveau de ces plans d'urbanisme, c'est que, par exemple, on a du jour au lendemain passé un quartier d'une zone villa à une zone d'immeuble. Exactement. Mais en travaillant sur la parcelle, pas sur l'îlot. Quand vous faites un resserrement intelligent, vous travaillez sur l'îlot. Vous prenez des îlots et puis vous faites un espace pour aérer l'îlot, parce que pour avoir une perspective, etc. Là, on a enlevé la villa et on a mis un immeuble. D'accord? Et ce que demande encore, voilà, les gens que vous connaissez, qu'on connaît tous, c'est d'aller faire encore plus haut. Et donc c'est là où il y a la confusion entre compacité et densité. C'est vrai. Donc l'idée de resserrement, ça voudrait dire en fait d'aller trouver des équipements au sol, monter, et garder les équipements au sol, mais monter en hauteur quand même. Écoutez, la hauteur n'est pas une finalité et n'est pas une interdiction. Je crois que c'est un équilibre. Casablanca, aujourd'hui, on peut retravailler, faire du renouvellement urbain, faire du resserrement urbain sans avoir la possibilité d'aller s'étaler. Alors, par exemple, vous avez des zones où il y a une densité telle que, très franchement, chacun de nous peut dire, honnêtement, comment ces gens peuvent faire pour vivre là-dedans. Il y a une pollution sonore, visuelle, écologique, tout ce qu'on veut. Une densité extrême. Et à côté de ça, vous avez des parcelles de 1000 mètres, de 600 mètres, de 800 mètres, où la réglementation
vous autorise uniquement des logements monofamiliales. Demain, si vous voulez, dans ce logement qui vous appartient, faire habiter vos enfants avec vous, juste avec une cage d'escalier, une deuxième cage d'escalier pour qu'ils puissent avoir leur liberté, c'est interdit. Aujourd'hui, en Angleterre, il y a le système, ce qu'on appelle le BNB. D'accord? C'est pouvoir construire dans l'arrière de votre maison. D'abord, ça permet de régler le problème de la crise de logement. En plus, on arrive à des densités mieux équilibrées, parce que la densité, ça ne veut pas dire uniquement la superposition d'étages en hauteur, la densité aussi. Aujourd'hui, comment, dans une ville qui ne respire pas, on puisse se permettre d'avoir des lots de terrain de 2000 mètres carrés où il y a une construction de 300 mètres carrés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et à côté de ça, vous avez des gens qui sont entassés les uns sur les autres. Donc, on a un réel problème, comment dirais-je, de sortir de concepts des années 60 ou des années 70. On est toujours dans cette vue de zone économique, zone de villégiature, zone de villa, etc., alors que cette approche urbanistique, elle a fait ses preuves, elle est arrivée à ses limites, et c'est un véritable échec. Oui, effectivement. Merci. Alors justement, on va en parler, madame, on va en parler justement. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une démarche où la mégalopole de Casablanca est considérée par petits bouts, détachés les uns des autres, sans réfléchir à un ensemble. Et donc, l'idée que vous développez et qui me paraît être intéressante, c'est de dire on travaille sur l'existant, on le resserre, on resserre les ports, et puis à partir de là, on peut commencer à travailler autrement qu'avec des plans d'urbanisme. C'est-à-dire, on n'est plus dans cette technicité d'antan où on faisait le plan, on faisait un arrêté de mise à l'étude, et puis le temps que le plan se mette en avant, c'était déjà trop tard. Il faut d'abord... J'ai vécu ça. Je sais qu'en dessinant les plans d'aménagement de Casablanca, n'est-ce pas, M. Ouazzani qui souriait, on a dessiné les plans, mais en sortant, on savait déjà que c'était trop tard, que les plans n'avaient aucune... les plans d'urbanisme de Casablanca étaient déjà en retard après qu'on ait posé le stylo. Non, ce n'était pas qu'ils soient mornés, on avait beaucoup réfléchi, on était intelligents à l'époque. On n'a pas pu voir les réalisations se faire parce que la manière de réfléchir n'était pas la bonne. Ce que nous dit M. Sharafdin Frère Barada. Moi, je crois qu'un des mots MAUX de la ville de Casablanca, ce sont les dérogations. Ben, justement. Voilà. Donc, ces dérogations au nom de... Monsieur Barada, les dérogations sont dues au fait que les plans ne correspondent pas aux besoins. Aussi. Non, pas que. Non. Bon, non, non. bien sûr. Les dérogations... on va pas. Voilà, oui. Si c'est des besoins financiers, économiques, je suis d'accord. Mais si c'est des besoins urbanistiques, non. Je crois qu'il y a une problématique que j'aimerais qu'on soulève ensemble. C'est les problèmes d'exclusion urbaine et qui menacent la cohésion sociale. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens à Casablanca qui sont condamnés d'habiter que dans un secteur et que dans un quartier et que dans une direction de Casablanca. Oui, il y a un creusement des inégalités qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger cette cohésion, pour cette exclusion sociale et faire un peu de mixité urbaine? Bien entendu, les gens vont dire « ouais, mais jamais les gens d'enfants ne vont accepter d'avoir du logement social, etc. » Mais ce n'est pas binaire, ce n'est pas vrai, parce que on a l'exemple... Oui, tout à fait. Il y a une cohabitation qui se fait. Et puis, il y a eu des exemples heureux. Le quartier du Seyel est un quartier d'ouvriers, au milieu de quartiers riches. Donc, il y a des possibilités. Et l'exclusion
sociale, encore une fois, elle menace la cohésion sociale et c'est très grave. Et vous avez en Amérique latine des gens qui ont réfléchi, qui ont travaillé sur des quartiers où personne n'osait aller, tellement c'était des quartiers difficiles, où il y avait beaucoup de délinquance, beaucoup de drogue, etc. Et vous savez comment on a sauvé? On a sauvé ces quartiers en injectant de la culture, tout simplement. Je peux être que d'accord. Merci beaucoup, M. Sharafti Brada. Donc, nous allons demander à Michel Osler de nous parler de ce projet et comment ils envisagent, en fait, de quelle manière vous démarrez une réflexion autour d'un projet dans un site donné. Cette mobilité urbaine dont on a besoin, comment vous arrivez à la placer? Et est-ce que le fait de créer des circuits pour une mobilité urbaine ne détruit pas le paysage, justement, sur lequel vous travaillez? Et puis, quelle est la place qu'on peut consacrer aux autres modes de transport en dehors de la voiture, qui sont le TGV, le bus, le vélo? Et je ne plaisante pas, la trottinette, parce que c'est un élément dont peut-être on ne voit pas encore l'intérêt, mais quand vous voyez à Paris ou quand vous allez à Barcelone, vous voyez des familles entières en trottinette et il faut commencer à réfléchir à ça. Je vous cède la parole. Merci pour cette invitation. C'est la première fois que je rencontre les futurs utilisateurs des espaces sur lesquels je travaille au Maroc, notamment depuis quelques années. Donc je vais me présenter rapidement. Je suis donc un des 3 associés fondateurs d'une agence d'urbanisme et de paysage qui s'appelle l'agence Terre, qui a le défaut de ne pas être architecte. Je suis vraiment désolé. Alors je suis ni marocain ni architecte, ce qui est quand même deux grands défauts ce soir, mais je vais essayer de réparer ça. Et ce qui veut dire qu'effectivement, on a une approche peut-être de l'urbanisme un peu différente, puisqu'on l'a abordé, nous, par le paysage. Si je veux faire simple, en gros, on pourrait, sans faire de théorie, je ne suis pas du tout un théoricien ni de l'urbanisme ni du paysage, mais en gros, on peut classer l'urbanisme en 3 grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle l'urbanisme de composition, où c'était des tracés, des perspectives, on composait la ville, on dessinait la ville à sa manière. Il y a après l'urbanisme de programmation, qui est d'avoir une clé d'entrée qui peut être le transport, qui peut être de faire d'abord des infrastructures ou de faire du zonage, comme vous en avez parlé. Et puis, il y a donc on a connu ces vicissitudes, on a connu les limites de ces exercices, parce que l'urbanisme de tracé, il y a un moment où ça s'arrête, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, vous l'avez dit, la ville s'étend, mais on ne peut pas continuer à maîtriser l'ensemble de ces tracés. Il arrive un moment où tout ça nous échappe, et parce que aussi on a, en tant qu'urbaniste ou en tant qu'architecte, une influence dans la ville qui est une influence relativement minime par rapport au temps de la ville, qui est un temps qui est multiséculaire. Et puis il y a ce qu'on appelle, nous, l'urbanisme de révélation, c'est-à-dire qu'en gros, c'est de partir du site, de partir du terrain, de partir de la mémoire, et d'essayer de fabriquer la ville par les espaces publics et par ce qu'on a appelé, nous, l'urbanisme des milieux vivants, qui est le titre qui était le titre de notre intervention au Grand Prix d'urbanisme 2018, qui était celui de dire le milieu vivant, c'est à la fois les questions d'écologie, de biodiversité, de gestion de l'eau, de la perméabilité, mais aussi du travail avec le public. Et le futur utilisateur, il est, en tout cas sur un certain nombre de projets sur lesquels on travaille en Europe, en France particulièrement, il est complètement impliqué dans la décision, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme on faisait en France il y a une quinzaine d'années avec le projet Tout fait, en faisant croire qu'on allait mettre en débat un certain nombre de sujets. On est à engager dès le démarrage des opérations une discussion avec les habitants, avec des groupes d'habitants, ce qui veut dire qu'il faut aussi
être capable d'abandonner un peu la maîtrise de tout, et être aussi capable d'écouter les paroles des autres, avec toujours cet équilibre entre les élus, les habitants et les concepteurs. Donc il y a une espèce de triangulation qui est pas facile à obtenir. Actuellement en France, on va connaître dans 6 mois des élections municipales, et je vous assure que l'ensemble des projets urbains sur lesquels on travaille sont complètement modifiés parce qu'on est il y a une espèce de clientélisme qui fait que les gens réclament que, effectivement, l'immeuble qu'on va construire là, on puisse le déplacer, et un certain nombre de sujets. Donc l'agence Terre, elle travaille dans des dimensions d'espace public qui sont des dimensions variables. Ça va du jardin à des très très grands territoires. On travaille sur un certain nombre de métropoles. On a parlé de cet effet de métropolisation, c'est extrêmement important. À Toulouse, à Strasbourg, à Rennes ou à Nantes, on travaille sur des quartiers entiers ou sur des stratégies, je pense à Toulouse notamment, où on travaille sur l'ensemble des bords de la Garonne, sur des sujets qui sont des sujets extrêmement importants. La difficulté, c'est aussi passer de la planification à l'opérationnalité, et qui est effectivement cette continuité, et qu'on n'ait pas que des gens qui fassent de la planification, et puis qu'à la fin, au bout du cours, sont des architectes, et tout ça ne fonctionne pas ensemble. L'idée, c'est vraiment d'être dans cette continuité. On a aussi la particularité, depuis 30 ans qu'on existe, de travailler dans des villes très différentes, qui nous ont occasionné la création d'un certain nombre d'autres bureaux qui s'occupent de projets à demeure. Je pense à Los Angeles, à Barcelone, et puis très récemment, une agence à Shanghai dont je m'occupe personnellement. J'y retourne à la fin de semaine prochaine. J'y vais à peu près 2 fois par mois pour des projets qui sont là, des projets de la ville de demain. C'est-à-dire qu'on a parlé de mégalopole, on parle de grandes villes, on parle de phénomènes d'étouffement urbain, de problèmes de transport. Là, on les a pour de vrai, et donc on y est confronté. On a un certain nombre, nous, j'allais dire, d'engagements, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un certain nombre de sujets qui sont importants. Vous le voyez, c'est cette idée de la coproduction, c'est-à-dire que la coproduction, ça veut dire pas faire croire aux gens qui vont dessiner à votre place, parce que je crois qu'il y a des professionnels, il y a des élus, il y a des habitants, mais c'est essayer de les engager sur souvent ce qu'on appelle des recherches où on met la contradiction en débat. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas dans la recherche dans une espèce de consensus qui en fait satisfait personne. On est dans la recherche d'une espèce de coproduction sur laquelle on met les conflits d'usage, on les met au cœur, et au moins on discute ensemble. Et cette manière de faire la ville, elle est de plus en plus importante. En tout cas, elle est de plus en plus présente. Il y a cette question de la climatisation de la ville, de ces questions d'îlots de chaleur, de perméabilité. Je vais y revenir parce que c'est important, et vous voyez que, en fait, on ne s'est pas vu avec M. Berada, mais il y a un certain nombre de thèmes sur la ville nourricière, sur la question des mobilités, ça a été dit, sur la question de la technologie et sur la question des pratiques écologiques, qui sont des sujets sur lesquels on travaille. Je vous ai mis ce petit schéma qui est la manière dont on imaginait la ville comme étant une espèce de métabolisme. C'est un schéma qui date des années 70, où effectivement on pensait la ville comme une espèce de gigantesque organisme, avec les entrants, avec des bilans un peu technologiques, et on voit bien ce que peut donner une approche technologique de la ville, parce que là on cherche désespérément et les arbres et les êtres humains, et on a du mal à les trouver. La question qui est fondamentale pour nous, c'est cette question du sol. On y reviendra parce que je pense que c'est une des clés, un des enjeux majeurs qui nous attend aujourd'hui. On a tous appris dans nos cours de sciences naturelles le fameux cycle de l'eau. On voyait la pluie tomber, s'infiltrer, nourrir les nappes, s'évaporer, et ainsi de suite. Et en fait, la ville, par effectivement ce phénomène d'étalement urbain, elle a une espèce de capacité à imperméabiliser, à refaire une espèce de couche, à fermer et à couper complètement ce cycle vivant des organismes, de l'eau, mais c'est aussi des vers de terre. Enfin, il y a des micro-organismes, il y a un équilibre et qui est complètement perdu. Et nous, dans notre travail, on est plutôt à essayer d'imaginer une relation entre l'architecture, qu'on ne dessine pas, vous la voyez sur
elle est juste figurée par des niveaux. Et puis, ces espaces plantés, perméables, vivants, qui peuvent accueillir de la biodiversité, parce que un des grands sujets, c'est aussi l'éradication d'une grande partie de la biodiversité, que ce soit dans les climats méditerranéens comme dans les climats nord-européens. Et donc, ce travail sur cette espèce de relation qu'il y a avec le sol, les arbres, mais aussi les arbustes, en les choisissant bien, je suis d'accord avec vous, pour éviter les questions d'allergie, mais qui sont des questions extrêmement importantes. Alors après, ma position, c'est qu'on n'a jamais su m'expliquer aujourd'hui si l'allergie au pollen, elle venait du pollen ou des polluants qui sont sur le pollen et qui sont transportés par le pollen. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accuser comme ça méchamment les plantes allergènes. Il y a aussi toutes les saloperies qui viennent se déposer et qui sont effectivement transportées par les micro-organismes. Donc voilà, ça c'est des exemples de travaux qu'on fait sur des projets urbains. Alors, il se trouve qu'effectivement, j'ai travaillé sur un certain nombre de projets au Maroc, mais il y en a il y en a un qui m'a occupé quelques années, qui est celui de Dar es Salaam à Rabat, avec Bernard Reichen. C'était l'idée de travailler sur un quartier, un nouveau quartier d'habitation. Et la tâche qui nous était confiée, nous, c'était de travailler sur le cœur de ce projet, avec un enjeu qui était important, qui était celui de sauvegarder ce que vous voyez ici, qui était une ancienne plantation d'avocatiers, d'orangers, de mandariniers. Et donc il fallait à la fois qu'on ait un parc qui puisse accueillir des riverains, mais aussi qu'on puisse avoir un fonctionnement agricole qui allait perdurer. Et donc on a mis en place ces fameux entre-deux, ces fameuses surfaces perméables, qui sont les choses qu'on va retrouver au cœur de la ville. On a des immeubles qui sont de part et d'autre. Je passe très vite, mais voilà, l'idée c'est d'avoir un vrai jardin, un jardin dans lequel on puisse se reposer, se promener, un jardin qui fasse limite sur lequel on travaille sur les limites entre les quartiers qui sont des quartiers relativement denses. On parlait tout à l'heure il n'y a pas de tabou, je pense, sur les questions de hauteur. Il y a juste un équilibre à trouver entre les questions de hauteur et les questions d'espace libre, de telle manière à ce que les bâtiments soient ensoleillés, que les bâtiments soient ventilés naturellement, et qu'il y ait une espèce de relation saine qui puisse s'établir entre ces constructions et les espaces extérieurs. Donc voilà quelques images de ce projet. Et là, ça c'est le fameux deck qui est en fait surélevé de plus de 2,50 m, qui traverse l'ensemble des plantations de citronniers, d'orangers, et qui permet de se promener tout en permettant une activité agricole. Et donc on est comme sur une espèce, c'est assez beau parce qu'on est juste au-dessus des arbres, et on a les bâtiments, on a la ville qui est présente. Moi, je ne suis pas, en tout cas pas partisan d'être dans une espèce de logique de la ville contre la nature ou du parc qui serait contre la nature. J'ai fait mes études de paysagiste à Versailles, qui était l'expression ultime de la maîtrise à la fois de la ville et du jardin et du parc. Et donc, c'est cette idée que la ville se montre, mais aussi que la ville puisse regarder le parc. Le deuxième projet, vous en avez parlé, c'est un concours qu'on a perdu, donc je peux en parler avec une très grande liberté. C'était le concours sur la corniche de Casablanca, sur laquelle effectivement on a retrouvé ces images, on a travaillé, et ce qui nous a semblé nous le plus important, c'était cette manière dont on avait la vue confisquée sur l'océan, c'est-à-dire qu'on est à la fois au bord de l'eau, mais on a la vue qui était masquée bien souvent. Ça se situait effectivement sur cette grande boucle, cette grande volonté de faire le bouclage entre le système des parcs et puis la corniche. Et donc le travail qu'on a fait, c'est un travail juste sur la question des hauteurs. C'est donc juste une manière de travailler sur la topographie, de telle manière à avoir des zones où on est un peu plus haut, des zones où on est un peu plus bas, de telle manière à garder et à offrir la vue non seulement depuis les immeubles, mais aussi depuis un certain nombre de promenades. Donc là, on travaille sur des questions de topographie, sur des questions de mise en valeur et sur des espaces qui sont des espaces différenciés. C'est un projet qui était qui était relativement planté et qui est un travail là aussi en coupe sur lequel on avait
ce jeu de grandes promenades de Casa. Donc c'est perdu, on n'y revient plus. Mais voilà, je voulais juste vous montrer ça. Et puis le projet qui m'occupe, pour lequel je viens régulièrement à Casa, sur lequel on travaille depuis 5-6 ans, c'est effectivement le projet de Enfa Park. Alors c'était intéressant parce que c'est un concours qu'on a gagné aussi, avec lequel on a travaillé avec Bernard Reichen, et puis avec Mounia Benani, qui est une paysagiste de Rabat, avec laquelle on a travaillé aussi sur Dar es Salaam, qui est vraiment... Ah bah voilà, donc je la salue, Mounia. Et voilà. Et qui vraiment nous a beaucoup aidé à nous faire comprendre, à nous montrer les villes marocaines, les villes jardins, les villes paysages, et nous montrer un peu toutes ces qualités pour passer à côté de l'espèce de cliché qu'on peut avoir sur un certain nombre de villes. Et c'est très intéressant vraiment de travailler avec elle. Ce qui est intéressant dans ce projet et c'est pour ça que je parlais d'urbanisme de révélation, c'est-à-dire qu'en gros, on pourrait considérer que voilà, c'était un ancien aéroport, c'était 450 hectares, et puis voilà, on faisait ce qu'on voulait à l'intérieur. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était à la fois raconter l'histoire qui est attachée. Alors, ça va de l'aéropostale à bien entendu la conférence d'Enfa de 1943. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, et vous en avez parlé tout à l'heure, la ville, successivement, est venue absorber l'aéroport, qui était un aéroport en banlieue. L'aéroport, vous le voyez, à l'époque, en 1920, il était ici, il était complètement en dehors de la ville, comme tous les aéroports d'ailleurs, on construisait toujours des aéroports en dehors de la ville. Et il y a eu ce même phénomène sur les gares, par exemple. Si vous regardez les gares parisiennes, les 5 gares parisiennes, elles étaient construites en limite de Paris. Maintenant, on trouve ça génial d'avoir des gares au cœur de Paris, mais elles étaient à l'époque à la limite de la ville, et la ville a gagné. Et puis, petit à petit, la ville s'est développée, la ville a grignoté, jusqu'à arriver à cette période où, effectivement, en 2007, l'aéroport a été déclassé et a été lancé sous l'égide de l'agence d'urbanisme d'Enfa, ce grand projet de développement auquel nous avons contribué uniquement sur la question des espaces publics, à partir de ce grand vide qu'on avait visité. Ça, c'est des photos qu'on avait faites à l'époque du concours, et sur lequel on a essayé d'imaginer avec Bernard effectivement une relation. Et nous, ce à quoi on a essayé de tenir, et qu'on essaye de tenir, c'était de garder cette grande dimension. Ce qui nous semblait très important, c'est de garder cette grandeur de la piste, et que l'hommage qu'on pouvait faire à cet aéroport, c'est d'en garder un certain nombre d'éléments importants. On a essayé de garder la tour de contrôle et des petits bâtiments, mais qui étaient plutôt comme ça des choses un peu petites, mais on a essayé surtout de travailler sur cette grande dimension, et surtout de travailler sur la désimperméabilisation du sol, tout en maintenant ces grandes continuités. Donc voilà, on a proposé un boisement, on a proposé un certain nombre de ce qu'on appelait des jardins frais, c'est-à-dire qui sont des endroits en creux dans lesquels on va, et c'est en ça la ville écologique, c'est-à-dire essayer de se servir des événements pluvieux, même s'ils sont restreints dans le climat méditerranéen, mais d'essayer de capter l'eau, d'avoir des zones dans lesquelles cette eau est conservée, parce qu'au fond, on met un sol imperméable, et donc on peut faire venir de nouvelles espèces végétales. Donc là, vous avez... ça, c'était une image, telle que l'espèce d'image d'Épinal, en tout cas l'image de ce qui a été imaginé et qui a changé, avec cette idée de la mobilité qui était intégrée dès le début au sein du projet. Et là, vous avez quelques photos qui sont des photos de chantier, qui effectivement, ce parc, il y a un bout qui a été fait, en gros, il y a un quart du parc qui est réalisé, avec cette idée d'avoir une espèce de grande esplanade. On est très sensible, nous, au fait que on essaye de développer un concept qu'on appelle le concept de place-parc, c'est-à-dire qu'on essaye d'effacer la limite entre le jardin, le parc et la ville. On essaie d'avoir une espèce de sol continu. Et là, cette grande esplanade que vous voyez ici, elle est sur l'emprise du parc, mais elle est ouverte à tout public pendant toute l'année, alors que le parc, il est clos. On a gardé, bien entendu, ce 21, ce qui
qu'on a repeint un peu à côté, mais qui est la marque de l'aéroport, qui pour nous donnait cette échelle, parce que ce 21, il est fait pour être vu du ciel par les pilotes. Et donc on l'a installé, et on a installé une espèce de grande promenade qui va se dérouler avec des jeux d'eau, avec un certain nombre de... Vous voyez se dérouler cette grande piste sur laquelle après on a travaillé sur de la signalétique, sur des questions de vitesse. Et puis voilà, ces fameux jets d'eau qui étaient en essai. Quelques images, je passe relativement vite. Vous aurez l'occasion, quand ça sera ouvert, de venir voir. Et donc il y a à la fois cette grande piste, mais il y a aussi à la fois la volonté d'installer une vraie nature. C'est-à-dire qu'on retrouve, parce que le problème de l'aéroport, c'est qu'il y a des pistes, il y a le tarmac, et puis le reste, c'est du gazon, mais il ne faut surtout pas qu'il y ait justement de biodiversité, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait d'oiseaux, il ne faut surtout pas qu'il y ait de ces choses-là. Donc nous, on essaye de réintroduire la nature en ville. Ça nous semble important que ces fameux citadins retrouvent un peu un contact, retrouvent bien, on l'a dit, des plantes nourricières, mais aussi des plantes médicinales, mais aussi des plantes qui sont attachées à la culture. Et donc on essaye de trouver, de travailler sur ces notions-là, avec des mélanges qu'on essaye d'avoir des endroits les plus variés possibles, avec bien entendu des activités, parce que ce public, quand on s'adresse à l'espace public, ça veut dire que ça va des jeunes aux personnes âgées. Donc on a une piste de skate, on a des aires de jeu qui sont des aires de jeu ombragées, avec toujours on a encore en fait trois grands sols. On a un sol minéral qui est la grande promenade qui évoque la piste. On a ce sol en stabilisé qui est un sol perméable, c'est important. Et puis on a un certain nombre de jeux d'enfants. Alors je passe avec des thématiques différentes. L'idée, c'est effectivement de... Alors c'est toujours un peu triste, j'aime pas montrer ces photos parce qu'il n'y a personne. J'ai toujours l'impression que... Voilà, mais voilà, il faut imaginer tout ça grouillant d'enfants. Et puis voilà, je pense que la vie va s'installer toute seule sur ces... En tout cas, on les attend, ils sont attendus sur ces grands terrains. On attend aussi des boulistes, des gens qui viennent s'installer sur des bancs. Et on essaye de trouver comme ça, toujours dans ce rapport à la ville, de ce rapport de politesse, des espaces qui puissent accueillir le plus grand nombre. Après, des allées, des tracés, on l'a vu, des plantes, des fleurs, c'est des choses très très simples, mais beaucoup d'espaces en prairie, parce que je pense que ça manque énormément à Casablanca. Et donc on a ces grands espaces qui sont des espaces capables, je pense, d'absorber les futurs habitants de ce quartier. Donc je passe rapidement, voilà. Des endroits où on peut s'installer. Voilà cette relation à la ville. Vous la voyez pas? Et dernier projet que je voulais vous montrer, c'est un projet qui va être livré bientôt, en octobre, qui est un projet à Barcelone. Alors ça revient au sujet, parce qu'en fait Barcelone, que vous connaissez certainement, elle est au démarrage de l'urbanisme, parce que la première personne à utiliser ce terme-là, c'est Ildefonso Cerda, qui a, dans son projet d'extension de la ville de Barcelone était une petite ville portuaire et qu'on appelle la ville gothique, et il a dessiné l'ensemble de cette extension de la ville. Donc là, on est dans l'urbanisme de composition, dans l'espèce d'expression, parce qu'on cite toujours la ville d'Hippodamos de Milet, qui est la ville grecque antique, mais ça, c'est la ville du 19e siècle, qui est une ville qui a été imaginée. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que la ville, elle vieillit, et la ville, elle change. Elle est dessinée une bonne fois pour toutes, mais les habitudes changent, les mobilités changent, les rapports à l'espace changent. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder... Alors, le plan de Cerda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de quadrillage assez systématique, avec des îlots. Et ce qui était intéressant dans le projet de Cerda, c'est qu'au démarrage, dans son idée, c'était en fait jamais un îlot entier, c'était des demi-îlots, c'était juste des barres. Et à l'intérieur, il y avait
un grand jardin. Et petit à petit, au fil du temps, eh bien, on est passé de 2 ailes à 3 ailes, puis 4 ailes, puis après on est monté, et puis après on a effectivement densifié, et la végétation a complètement disparu. Et quand vous regardez la végétation telle qu'elle a été imaginée par Cerda sur la figure du haut, et la végétation telle qu'elle est aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une perte, et du coup ça rend plus difficile les conditions de cohabitation, parce qu'il y a vraiment une absence totale d'espace d'aménité à proximité des logements. Et cette idée de disposer, on le disait, d'équipements à 15 minutes à pied, mais aussi de squares, d'aires de jeu, d'espaces verts à proximité de ces logements, là, à moins de 15 minutes, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Je passe sur ce schéma-là. Alors, cette place, elle a suivi l'engouement et elle a été victime de l'engouement du tout-voiture. À l'époque, la mobilité, c'était la mobilité automobile, et donc il fallait qu'on puisse se déplacer rapidement en ville. Et puis, cette espèce de croisement de l'avenue Diagonale, elle était entourée par un magnifique échangeur autoroutier, avec au milieu, on avait les ingénieurs de l'époque avaient imaginé que l'espèce de rond vert au milieu allait devenir un parc. Ça n'a jamais été un parc, ça a été plutôt un lieu de deal et de prostitution, parce qu'effectivement, il y avait une espèce il fallait franchir les routes, on était sous les anneaux routiers, donc voilà, c'est cet anneau dont je parlais tout à l'heure. Avec ça, c'était effectivement ce qui nous était donné au concours, c'était environ une quinzaine d'hectares, c'était tout cet entre-deux, enfin tout cet anneau, et donc c'était concomitant au passage en souterrain de la Diagonale, et donc tout à coup se dégageait un grand espace libre. Et donc qu'est-ce qu'on faisait dans ce grand espace libre? Qu'est-ce qu'on faisait dans ce grand espace qui était libéré? Et donc on a essayé d'imaginer une place qui est à la fois une place, qui est à la fois un parc, je le disais, avec un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est d'avoir un sol continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture entre les façades des logements des riverains et le parc. Il n'y a pas de clôture, il y a une vraie continuité, et on n'est plus dans l'opposition entre un parc, un square et puis le logement. On est sur la continuité des sols. On a essayé aussi d'établir ce qu'on appelait la canopée, qui est au niveau du skyline de Barcelone. Et puis, ce sur quoi on a travaillé beaucoup, c'est ce qu'on a appelé les nodes ou les nœuds, qui sont en fait des lieux programmatiques dont vous allez voir, les fonctions sont des fonctions à la fois de refuge de biodiversité, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de ce qu'on appelle de stepping stone, c'est-à-dire pas japonais, où on essaye d'imaginer des relais de biodiversité. On n'est pas forcément sur des continuités. Réfléchir à la biodiversité, c'est aussi réfléchir à la manière dont les animaux peuvent se déplacer, notamment les oiseaux peuvent se déplacer d'un endroit à un autre. Et puis sur une logique d'essayer de retrouver la continuité et la perméabilité de ce sol qui avait été complètement désimperméabilisé. Et donc on a imaginé les questions de transport, de tram. Il y a cette voie qui passe en dessous, mais il y a aussi de la mobilité. Mobilité qui est multimodale. Effectivement, c'est fondamental qu'on puisse passer du métro au tram, du métro à la trottinette, du métro au vélo, du métro à la marche à pied, et qu'on ne soit pas dans des ruptures. C'est effectivement complètement contre-productif d'avoir des systèmes qui sont interrompus, parce que maintenant on travaille de plus en plus, les gares en France se transforment on n'appelle plus ça des gares, mais des pôles d'échange multimodaux sur lesquels on fait venir des cars, un métro, le train, mais aussi des taxis, mais aussi des vélos, de telle manière à ce qu'on puisse gérer cette mobilité. Et à partir avec ces nœuds, on a essayé de travailler aussi sur des questions à la fois de lutte contre le réchauffement climatique, à la fois de lutte contre les îlots de chaleur, mais aussi d'essayer de disposer de telle manière à ce qu'ils puissent laisser passer la ventilation naturelle, notamment l'été, et qui bloque les vents pendant l'hiver. Et donc on a comme ça établi, on voit bien qu'on a une relation entre le dessin des espaces, qui est plus dans une logique
d'espèce de composition d'un objet parfait et maîtrisé, mais qui est un objet, un espace public qui va tenir compte des conditions climatiques, qui va tenir compte de l'environnement et qui va du coup entrer un peu en osmose avec ces différents éléments. Et donc voilà les questions de ce sol avec cette mobilité, les espaces verts et les îlots de biodiversité. Et puis donc ce projet tel qu'il était livré pendant le concours. Et là, je vous ai juste mis, si ça marche, un petit film qui dure, je vous rassure, 2 minutes, qui était pour nous expliquer au jury du concours cette espèce de changement de paradigme à Barcelone, qui était de dire on arrête de faire des places minérales, on arrête de faire des places dessinées, on essaye de faire aussi introduire les questions, des questions de... Voilà, donc comment on arrive avec des zones un peu plus fraîches. Alors ça ne joue pas sur énormément de degrés, hein. C'est pas de la clim, mais c'est comment se sentir bien avec quelques degrés de moins. Ces fameux îlots de biodiversité dont je reviendrai tout à l'heure sont des îlots interdits aux visiteurs, qui sont réservés uniquement aux animaux. Et puis effectivement jouer sur cette idée de profiter des outils technologiques pour pouvoir effectivement avoir des informations sur les transports, avec une espèce de grand miroir d'eau qui va venir amener une fraîcheur à l'intérieur de la ville. Et puis on avait imaginé ce qu'on appelle le Skywalker, qui était une espèce de grand belvédère qui permettait d'avoir une vue sur l'ensemble, une vue panoramique sur l'ensemble de Barcelone, qui est une ville qui a une skyline qui est très constant, avec quelques émergences, dont l'émergence de la tour Akbar de Jean Nouvel. Et là, on traverse la grande pelouse centrale, qui est effectivement un élément nouveau, parce que là, c'est vraiment un changement de paradigme. On a une place qui est végétale au cœur de Barcelone, et ça n'existait pas. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on commence à avoir des résultats, notamment sur la fréquentation de la biodiversité. On commence à réentendre des grillons, on commence à revoir des oiseaux sur un espace qui est, vous l'avez vu sur les photos, sur les premières photos, n'était pas vraiment un espace qui leur était réservé. Et donc, on a fabriqué comme ça cet espace. Aujourd'hui, voilà, alors la pelouse n'est pas ouverte, elle va être ouverte en octobre, mais on a essayé de mettre en place l'ensemble de ces dispositifs, de ces nœuds, de ces lieux, ou encore en traitant les limites avec le choix de faire qu'on a fait aussi à Enfa, d'avoir plutôt des limites en creux plutôt que d'avoir toujours des grilles qui nous séparent. Donc à la fois on a une fonction de protection, mais en même temps on est sur une ville qui est sur des visions, sur des co-visibilités qui sont permanentes. Et ça, c'est un fameux nœud de biodiversité, donc qui est clos, et dans lequel on essaye, par des mélanges choisis d'espèces qui sont réservés pour un certain nombre d'espèces d'oiseaux, on essaie d'installer une nature sauvage à l'intérieur de la ville. Et puis, bien entendu, l'ensemble de jeux pour les enfants. Donc, on voit bien, ce que je disais, c'est ça qui risque de se passer en tout cas, ce que je souhaite qu'il se passe à Enfa, qui est effectivement le fait que dès qu'on va installer des jeux comme ça, il y a une telle demande que c'est obligé de fonctionner. Donc là, c'est la vue actuellement de ce projet. Donc voilà ces 3 exemples qui reprennent un peu l'idée qu'on se fait, nous, de la manière de fabriquer la ville aujourd'hui, la ville contemporaine, par ces espaces publics, sachant qu'après, nos amis architectes ont aussi un travail à faire sur la qualité de leur logement, mais je crois que ce travail, il faut effectivement qu'on le fasse ensemble, et surtout qu'on le pense ensemble en amont, et pas effectivement se retrouver dans une espèce de logique code-barre où chacun va sur son rail et ignore un peu le travail des autres. Voilà, je vous remercie. Merci Michel. La parole est à vous. Alors peut-être qu'on va demander à Martin de nous dire qu'est-ce qu'on a eu comme réaction au niveau de Facebook. On est quand même en live. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors d'abord, on est bien suivi. Mounia Benani te salue à son tour. On est bien suivi. On a des questions sur notamment la place de la programmation culturelle ou des équipements culturels pour travailler sur les quartiers défavorisés. Et l'envie, alors j'arrive plus à retrouver la question, ou en tout cas la réaction, l'envie d'avoir des données un peu chiffrées qui permettent de comprendre l'état de l'environnement dans notre ville de Casablanca. Voilà grosso modo les deux principales questions qui sont revenues sur les réseaux. Je crois que la première question, la deuxième question en fait, la deuxième question s'adresse à est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a une connaissance réelle des données sur Casablanca? Par exemple, pour citer des chiffres, on peut avoir un déluge de chiffres. Oui. Mais bon, est-ce que c'est la réponse? Je ne crois pas. Parce que sinon on rentre dans le mur des lamentations et ce n'est pas l'objectif. Il faut qu'on essaie de trouver ensemble des solutions. Les solutions, peut-être qu'on ne les a pas aujourd'hui, mais au moins on sait ce qu'il ne faut pas faire. Si vous voulez des chiffres, le pourcentage de mètres carrés d'espace vert à Casablanca, il est d'1,5 mètre. La norme, elle dépasse les 10 mètres carrés. Bon, allez, passons. C'est comme ça. Je crois que dans les équilibres à chercher, c'est qu'il nous faut d'abord, pour améliorer quelque chose, il faut la connaissance et la reconnaissance. Sinon, quelque chose qui est méconnu est méprisé. Je crois qu'on doit prendre conscience que les vides ne sont pas le négatif des pleins. C'est très important. Il faut qu'on ait la reconnaissance de ces espaces libres qui peuvent être des espaces où il y a du végétal et des espaces où il y a le minéral. La place, c'est quelque chose de très important. Une place minérale, c'est quelque chose de très important. C'est un point de rencontre. C'est un lieu de démocratie. Un trottoir, c'est un lieu de démocratie, puisqu'il y a le riche et le pauvre qui marchent sur le trottoir. Donc c'est important. Mais cette reconnaissance, si on ne l'a pas partagée, un trottoir, il signifie rien du tout. D'ailleurs, la preuve, les gens marchent sur la chaussée et on n'est pas sur les trottoirs, parce qu'on n'a pas cette reconnaissance du trottoir, et donc on le fait très mal. Avec, parfois, il faut un escabeau pour monter sur un trottoir. On le voit même dans les quartiers dits... voilà. Donc, on n'a pas de continuité dans le revêtement du trottoir. Chacun fait son patchwork comme il le veut. Donc, voilà. On a un besoin de reconnaissance que une ville, un espace, il est composé de vide et de plein. Oui, et les vides ne sont pas forcément affectés. Et Bernard Tchoumi avait dit, justement, quand il avait fait l'aménagement à Paris, il avait dit qu'il y avait certains espaces auxquels il donnait aucune vocation, pour les laisser vivre, justement pour rester pour laisser l'imaginaire avancer. Est-ce que, Michel, tu veux dire quelque chose? Le complément sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la culture dans les bidonvilles, si on peut prendre l'exemple il y a un exemple célèbre, c'est celui évidemment de Bogota, sur lequel, dans un certain nombre de quartiers très très populaires, on a effectivement installé deux choses. C'est-à-dire qu'en gros, Bogota, il y a le fleuve le Rio Bogota qui passe au milieu, et après c'est deux versants sur lesquels se sont développés classiquement les bidonvilles. Le travail qui a été le long du Rio Bogota, on a l'infrastructure routière et puis l'infrastructure de transport. Et le travail qui a été fait à l'époque, qui est un travail très intelligent, c'était celui à la fois de mettre en place un système de rabattement de transport en commun en continu
par un système de téléphérique qui a été un des premiers. Ils ont été les précurseurs du développement du téléphérique et maintenant les villes du monde entier, Chine y compris, vont voir ce qui s'est fait à Bogota. Et ils ont installé, parce que c'était la seule manière dans cette espèce d'encastrement de maisons, de faire passer un transport en commun qui puisse éviter effectivement de détruire, de faire des routes qui allaient casser l'ensemble. Et puis ils ont installé effectivement des pôles qui sont non seulement des pôles culturels, mais aussi des groupements dans lesquels on a le poste de police, on a l'école et on a le centre culturel. Et donc tout à coup, ces gens-là se retrouvent ensemble et sont obligés ou condamnés à vivre ensemble. Et c'est en fait des foyers avec des terrains de sport bien entendu autour. Et ils ont comme ça créé des lieux, des espèces de polarités qui ont contribué effectivement à des distances qui étaient des distances accessibles par un grand nombre en 10 ou 15 minutes à pied. On revient toujours à cette je crois que la qualité de la ville, c'est ce qu'on appelle la marchabilité, c'est-à-dire qu'on juge les villes à leur marchabilité. Si vous prenez une ville chinoise, par exemple, c'est une ville qui n'est pas marchable, parce que vous passez votre temps à passer soit sous des souterrains, soit prendre des escaliers pour passer les carrefours automobiles, parce que la ville, elle a été conçue pour l'automobile. C'est-à-dire qu'on a fait les 2x4 voies, puis les voies pour les vélos, et après, il faut franchir tout ça. Et donc, cette marchabilité, elle permet de rendre la ville, moi j'aime bien, c'est le terme d'Ariana Masbounji, qui est celui qui n'est pas la ville ni durable ni soutenable, mais qui est la ville aimable. Et je crois que cette idée de l'aimabilité, la sociabilité, la rencontre, vous le disiez, le riche et le pauvre sur le même trottoir, c'est, je crois, ce vers quoi on doit essayer de tendre. Merci. Alors, c'est lui qui a demandé la parole en premier. Ensuite, Monsieur Hausch, et ensuite vous. Merci pour cette invitation et de ces charmants messieurs avec cet exposé très intéressant. Je voudrais apporter, moi aussi ça m'interpelle, je voudrais dire quelque chose à partir de ce thème. Et ce que ça m'a inspiré, c'est que le modèle réussi de la ville que je connais personnellement, il est plutôt asiatique. C'est comme une ville au Japon, qu'ils ont fait la ville dans la ville sur la ville, et puis la ville sur la mer. Et c'est un exemple édifiant, parce que il n'y a pas eu d'extension, on va dire, pratiquement. C'est quelle ville? Vous parlez d'une ville en particulier au Japon? Oui. Et finalement, je pense que la ville future, c'est cesser de faire la ville. C'est le resserrement, comme a dit tout à l'heure notre confrère. Et il faut aller vers sa périphérie, vers sa campagne. Et il faut arrêter l'exode, les flux qui viennent débarquer, qui dérangent tout, qui dérangent l'ancienne ville comme la nouvelle. Donc il y a un travail plus global que défricher la ville en elle-même, la nettoyer tout simplement ou l'améliorer. Et il y a une réflexion beaucoup plus profonde que résoudre la façon dont vont habiter les gens plus tard. Ce n'est pas nécessairement une condensation dans les métropoles et une forte